On plonge aujourd'hui au cœur d'un vrai casse-tête tactique pour l'équipe du Sénégal. Oui, et à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est un sujet, disons, assez chaud. Le sujet, ce sont les postes de latéraux, ou plutôt de joueurs de couloir, il faut bien le préciser. Exactement, parce qu'il faut dire que le sélectionneur Paptia a vraiment changé la donne. On sent un vent nouveau. Une philosophie beaucoup plus audacieuse, très offensive, on parle souvent de ce 3-4-3. Qui peut même se muer en 3-2-5 quand l'équipe a le ballon, c'est ça qui est fou. Et c'est justement ce système qui met les joueurs de couloir sous les projecteurs. Absolument. Dans ce style de jeu que la presse qualifie d'explosif, leur rôle il est fondamental. On ne parle plus de simples défenseurs, là. Non, c'est bien plus. On leur demande de dévorer tous leurs flancs, d'avoir la percussion d'un ailier, mais en même temps, de garder une discipline défensive, de faire... C'est un rôle hybride, quoi. Incroyablement exigeant. C'est ça. Et ce qui rend la situation fascinante, c'est que le Sénégal a plusieurs options, mais avec des profils radicalement différents. Ce ne sont pas des doublures, ce sont des choix stratégiques. Exactement. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur 4 joueurs. À droite, on a le duel entre Crépin Diatta et Antoine Mendy, et à gauche, celui entre El Hadji Malick Diouf et Ismaël Jacobs. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça pour voir les choix compliqués qui attendent Papiao. Allez, on attaque par le flanc droit, si tu veux bien. Allons-y. Le flanc droit, c'est vraiment l'opposition de style par excellence. C'est un peu le feu contre la glace. C'est l'image parfaite. J'imagine que c'est Crépin Diatta, on le présente un peu comme la tête d'affiche retrouvée. Il a l'air de vivre une seconde jeunesse à Monaco. Ah mais plus qu'une seconde jeunesse, c'est une véritable métamorphose tactique. Son entraîneur à Monaco, Sébastien Pocognoli, a eu une idée de génie. C'est-à-dire ? Il l'a décalé d'un cran. Diatta, qui est un ailier de formation, il l'a repositionné en piston droit, ce fameux rôle de right wing back. Et là... Ça a tout changé ? Il explose. Les observateurs à Monaco sont unanimes. Ça met en valeur son volume de jeu, ce travail incessant, tout en lui permettant d'exprimer ses qualités offensives. Et les résultats suivent. Les supporters monégasques l'ont élu joueur du mois d'octobre. Logique. Il ne sont pas que des impressions. J'ai en tête certaines actions cette saison. C'est assez fou. En Ligue des Champions, cette passe décisive contre Manchester City. Et surtout... Ah oui, je vois très bien laquelle. C'était hallucinant. Richarlison par solo but, on pense que c'est fini, et là on voit Diatta qui traverse tout le terrain pour le rattraper. Cet effort-là, ça montre qu'il a complètement intégré le job défensif. Exactement. Et c'est pour ça que sur le papier, il est le profil parfait pour le jeu de Paptiao. Il amène cette vitesse, cette verticalité, et il est décisif des deux côtés. C'est le piston moderne. L'option idéale pour un match où le Sénégal veut imposer son jeu. Mettre une pression folle sur l'adversaire, c'est ça. Bon, ça semble presque trop parfait. Il y a bien un hic quelque part, non ? Il y a toujours un petit point de vigilance. Début novembre, il a pris un mauvais coup à l'œil. Ah ouais ? Et c'est Paptiao lui-même qui a dit, je cite, « Crépin voit flou ». Ça l'a mis sur la touche pendant 15-20 jours. Rien de grave a priori, mais ce genre de pépin juste avant un grand tournoi. Ça donne des sueurs froides au staff, c'est sûr. Évidemment, et ça le force peut-être à considérer une option plus sécurisante. Ce qui nous amène, tout naturellement, à Antoine Mendy, un profil radicalement différent. Complètement différent. Alors attends, je vois un truc dans les stats de Mendy cette saison qui m'interpelle. On parle de lui comme une option à droite, mais avec l'OGC Nice, il ne joue quasiment jamais à ce poste. C'est un défenseur central. Et c'est exactement ça, le point clé. Les données de la saison 2025-2026, elles sont sans appel. 18 matchs en défense centrale. Et un seul en arrière droit. Seul. Et ça, en fait, c'est la clé pour comprendre ce qu'il apporte. Sa valeur, ce n'est pas sa capacité à déborder, c'est sa polyvalence, son intelligence tactique. D'accord, mais concrètement, sur le terrain, Paptiao ne va pas le mettre dans l'axe. Comment ça se traduit quand il est aligné à droite ? Ça change toute la structure de l'équipe. Avec Mendy, le Sénégal peut mettre en place ce que les analystes appellent une asymétrie tactique. Une asymétrie ? C'est-à-dire qu'en phase de possession, Mendy ne va pas monter comme Diatta. Il va rester en retrait, se comporter comme un troisième défenseur central, mais excentré. Ah, je vois. L'équipe attaque avec une ligne de 3 à gauche, mais défend avec une ligne de 4 à droite, en quelque sorte. T'as tout compris. Je pige l'idée de sécurité, mais est-ce qu'en faisant ça, on ne se prive pas complètement d'un apport offensif sur tout un côté ? C'est une excellente question et c'est tout le débat. Contre une équipe très regroupée qui refuse le jeu, est-ce que ce n'est pas se tirer une balle dans le pied ? Face à un bloc bas,
T'as raison, ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais imagine un autre scénario. Tu mènes 1-0 à la 70e minute, où tu affrontes une équipe avec un ailier gauche exceptionnel. Un joueur qui peut faire basculer un match à lui seul. Voilà, dans ce cas-là, la présence de Mendy, c'est une assurance-vie. Elle verrouille un côté, elle sécurise contre les contres, et surtout, elle libère totalement le piston de l'autre côté. Celui à gauche peut attaquer sans aucune retenue. C'est l'option gestion, l'option contrôle. C'est exactement ça. D'accord, je vois. On a donc à droite un vrai choix de philosophie. L'explosion avec Diatta ou la maîtrise avec Mendy, et le dilemme est tout aussi intense de l'autre côté, sur le flanc gauche. Pour des raisons différentes. Là, on parle de la confrontation entre la création et la fiabilité. La création, c'est El Hadji Malick Diouf, le joueur de West Ham. Un créateur absolument phénoménal. Et de l'autre, Ismaël Jacobs de Galatasaray, qui est un gage de solidité, mais dont le corps est parfois fragile. Commençons par Diouf. Quand on regarde ses stats, c'est un paradoxe sur pattes. On a l'impression de voir deux joueurs différents. C'est un cas d'école. Offensivement, on est dans la stratosphère. Il a déjà 3 passes décisives cette saison. Ce qui est déjà pas mal. Mais ce sont les données avancées qui sont les plus folles. Il se classe dans le 94e percentile pour les passes décisives par 90 minutes. C'est-à-dire ? Ça veut dire que 94% des joueurs à son poste, dans les grands championnats européens, sont moins bons que lui dans ce domaine. C'est juste énorme. Son score de menace attendue, qui mesure le danger qu'il crée, est très très élevé. C'est un créateur de niveau élite. Voilà, le mot est juste. Attends, 94e percentile en attaque, ça paraît trop beau pour être vrai. Où est le piège? Où est la faille? La faille est aussi spectaculaire que ses qualités. Défensivement, les chiffres sont alarmants. On passe de 94 à 8. 8e percentile. Oui, 8e percentile pour les tacles réussis. Autrement dit, 92% des joueurs à son poste font mieux que lui. Et le plus inquiétant, c'est qu'il ne gagne que 43,94% de ses duels au sol. Moins d'un sur deux. Waouh. C'est ça. Donc concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? Qu'il y a un boulevard dans son dos à chaque fois? C'est un risque majeur. Surtout dans le système de Thiago. Un adversaire un peu malin va systématiquement orienter ses attaques de son côté. Et ça crée un effet domino, j'imagine. Évidemment. Ça force les milieux centraux à sortir de leur zone pour compenser, ce qui ouvre des brèches dans l'axe. C'est une vraie faille structurelle potentielle. Et pour couronner le tout, il y a un autre problème. Et pas des moindres. Un problème qui règle la question pour le début du tournoi en tout cas. Diouf est suspendu pour le premier match de la CAN. Contre le Botswana le 23 décembre. Exactement. Cumul de cartons jaunes pendant les éliminatoires. Donc pour l'entrée en liste du Sénégal, il n'est même pas une option. Ce qui rend la situation d'Ismaël Jacobs encore plus critique. Il devient la solution. C'est ça. On le décrit comme le Kaiser sénégalais, beaucoup plus solide défensivement, très dur sur l'homme. Le profil idéal pour compenser en quelque sorte. Absolument. Mais lui, son problème, c'est son physique. Les mots qui reviennent partout, c'est blessure à répétition. C'est vrai que son casier médical commence à être bien rempli. Une entorse, une blessure au mollet, 35 jours d'absence, puis une blessure au tendon d'Achille, 65 jours. Ah oui, quand même. Au total, sur la dernière année, il a manqué 16 matchs, clubs et sélections confondus. Sa dernière alerte, c'était en Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise. Et j'imagine que ces absences à répétition, ça a dû créer une sacrée ambiance. J'ai lu qu'il y avait eu des frictions entre la Fédé sénégalaise et Galatasaray. Oui, il y a eu des tensions. La situation était telle que la fédération a dû envoyer une demande écrite officielle pour exiger la libération du joueur pour que le staff médical de l'équipe nationale puisse l'examiner. Ce qui n'est jamais bon signe. Non. Et ça a alimenté pas mal de débats sur les réseaux, dans certaines émissions. Des questions se sont posées sur sa motivation, sur un manque de communication. Sans prendre parti, on peut dire que ça a créé beaucoup d'incertitudes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semble avoir du mieux. Heureusement, oui. Une information toute fraîche du 9 décembre confirme que Jacobs a enfin réintégré l'entraînement collectif avec Galatasaray. Il était même dans le groupe pour le déplacement à Monaco. C'est le signal que tout le monde attendait. S'il est apte, sa présence pour le premier match, elle n'est pas seulement souhaitable, elle est indispensable. Bon, on a bien fait le tour des 4 profils. C'est fascinant de voir à quel point ce sont des pièces différentes d'un puzzle. Maintenant, essayons de voir comment Pape Thiaw pour les assembler. C'est là que la profondeur de l'effectif prend tout son sens. Il ne s'agit pas de trouver les deux meilleurs, mais la meilleure paire pour un adversaire donné. Un scénario de match précis. Voilà. On peut schématiser, disons, 3 grandes approches tactiques. Commençons par la plus folle. L'option, on met le casque et on fonce. C'est exactement ça. On pourrait l'appeler l'option explosion maximale.
C'est la paire Diatta à droite, Diouf à gauche. Le duo de créateurs. L'idée est simple, noyer l'adversaire sous des vagues incessantes. Vitesse et créativité des deux côtés. C'est l'application la plus pure du 3-2-5. Mais c'est un pari extrêmement risqué. C'est ça. Avec les lacunes défensives de Diouf et le profil très offensif de Diatta, l'équipe serait terriblement exposée aux contre-attaques. D'accord. À l'opposé, j'imagine qu'on a l'option forteresse, le cadenas. Précisément. L'option sécurité et contrôle. Mendy à droite et Jacobs à gauche. Là, la priorité absolue, c'est la solidité. Mendy verrouille son côté, Jacobs est réputé pour sa dureté dans les duels. C'est la configuration parfaite pour tenir un score. Ou pour affronter une équipe dont les ailiers sont des stars mondiales. Mais contre un bloc bas, on risque de tourner en rond pendant 90 minutes avec ça, non? On manquerait de créativité sur les côtés. C'est le revers de la médaille, t'as raison. On gagnerait en sécurité, ce qu'on perdrait en percussion. Ce qui nous amène à la troisième voie, qui est peut-être la plus intelligente. L'entre-deux. L'option action et prix équilibrée. Elle consiste à associer Mendy à droite et Diouf à gauche. Ah, c'est malin ça. L'idée, c'est que le profil ultra défensif de Mendy vient compenser les faiblesses défensives de Diouf. Tu as tout compris. La stabilité qu'apporte Mendy, qui se comporte presque comme un troisième central, donne un permis d'attaquer illimité à Diouf. Il peut se concentrer uniquement sur ce qu'il fait de mieux, créer du danger. Exactement. L'équipe bénéficie de son énorme apport offensif tout en minimisant les risques. C'est un schéma qu'on voit de plus en plus au très haut niveau. C'est une façon de maximiser les forces et de masquer les faiblesses. Pour beaucoup, c'est la configuration qui offre le meilleur équilibre global. Et si on se projette sur ce premier match contre le Botswana, le choix est déjà fait par la force des choses, non? En partie, oui. Avec la suspension de Diouf, la disponibilité de Jacobs est cruciale. C'est la seule option naturelle et expérimentée à ce poste. Pape Thiaw ne peut pas se permettre de commencer la compétition avec un bricolage. Impossible. Donc si Jacobs est prêt même à 90%, il sera titulaire. Le choix à droite, entre Diatta et Mendy, dépendra de l'approche voulue pour ce premier match. Pour résumer, cette richesse de l'effectif sur les flancs est une arme incroyable, mais elle demande une gestion très très fine. C'est ça. Chaque joueur amène ses qualités, mais aussi ses contraintes. Le défi pour Pape Thiaw, finalement, ce sera moins de choisir les meilleurs sur le papier que de composer la meilleure association pour chaque adversaire. Pour chaque moment du match, c'est la définition même du coaching de haut niveau. La capacité du staff à faire ses ajustements, à sentir le match, ça pourrait bien être un des facteurs décisifs du parcours du Sénégal. La flexibilité sera la clé. C'est une excellente conclusion. Et pour finir, peut-être une dernière pensée à méditer. On a beaucoup parlé de tactique, de stats, de blessures. Mais en filigrane, surtout avec le cas de Jacobs, on a senti des tensions, des débats sur l'engagement. Oui, c'est vrai. Bonjour et bienvenue. À l'approche de la CAN, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, se retrouve face à un véritable casse-tête. Un dilemme de riche, certes, mais un dilemme quand même. Aujourd'hui, on décortique ensemble ce choix crucial qui pourrait tout changer pour les Lions de la Teranga. Allez, c'est parti. Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi on parle d'un problème de luxe. Ensuite, on va se pencher sur les duels sur chaque flanc, à droite puis à gauche. Après ça, on essaiera de voir comment assembler les pièces du puzzle tactique. Et pour finir, on se posera la question, quelle est la combinaison gagnante ? On attaque avec le premier point. Le souci pour le coach, ce n'est vraiment pas un manque de talent, bien au contraire, c'est ce qu'on appelle le défi de l'abondance. Et c'est Pape Thiaw lui-même qui le dit. Il sait très bien que choisir ses 26 joueurs ne va pas être une mince affaire. Mais il le dit clairement, il préfère 1000 fois avoir ce genre de problème plutôt que de devoir gérer une cascade de blessures. C'est un bon problème en somme. Alors, au cœur de ce dilemme, il y a un rôle qui est absolument central, celui de piston. Dans le système de jeu de Pape Thiaw, ce fameux 3-4-3, les latéraux ne sont pas juste des défenseurs. Non, ils doivent être partout, couvrir l'intégralité de leur couloir. C'est un rôle hybride, un mélange parfait entre un ailier et un défenseur. Et c'est vraiment la clé de voûte de sa stratégie. Ce qui nous amène directement au premier vrai choix cornéen, le flanc droit. Là, on a une opposition de style assez radicale. D'un côté, l'option purement offensive et de l'autre, la solidité, la structure défensive. Ce duel, c'est donc Crépin Diatta contre Antoine Mendy. La puissance de feu offensive face à la sécurité défensive. Deux profils, deux philosophies de jeu. Si on regarde Crépin Diatta sur le papier, il a tout du piston idéal. À Monaco, sa reconversion à ce poste est une vraie réussite. On parle de son travail incessant, de son équilibre. Il a même été élu joueur du mois d'octobre.
Il apporte des passes décisives, mais il fait aussi les retours défensifs. C'est exactement ce profil explosif et vertical que le système de Thiaw recherche. Mais en face, il y a Antoine Mendy. Et là, le profil est complètement différent. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est quand on regarde ses stats en club cette saison. Pour l'OGC Nice, il a joué 17 fois en défense centrale et une seule fois arrière droit. C'est un écart énorme. On comprend donc que Mendy, son principal atout, ce n'est pas sa projection offensive. C'est sa rigueur tactique, cette fameuse garantie de structure. Avec lui, on blinde la défense. Il devient presque un troisième défenseur central qui vient sécuriser l'axe et protéger l'équipe des contre-attaques. C'est le choix de la prudence et de l'équilibre. Allez, on bascule de l'autre côté, sur le flanc gauche. Et là, l'équation est peut-être encore plus compliquée. Le choix se fait entre un créateur de génie, mais qui prend des risques, et un joueur plus expérimenté, mais dont on peut s'interroger sur la fiabilité actuelle. En gros, le duel oppose El Hadji Malick Diouf et Ismail Jacobs. La création à haut risque d'un côté, et de l'autre, un joueur dont la fiabilité est aujourd'hui discutable. Et quand on dit que Diouf est un paradoxe, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est assez fou, il est dans le 94e percentile pour les passes décisives. C'est le top du top en Europe, un créateur incroyable. Mais regardez la ligne juste en dessous. Il est dans le 8e percentile pour les tacles, un des plus faibles à son poste. C'est vraiment l'option gros risque, grosse récompense. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a ce chiffre. 1. 1 comme le nombre de matchs qu'il va rater au début de la CAN. Et oui, il est suspendu pour le premier match à cause de cartons jaunes accumulés pendant les qualifs. Ça complique encore un peu plus la donne. Du coup, ça ouvre forcément une brèche pour Ismail Jacobs. Lui, il a l'expérience, il compte déjà 19 sélections. Le souci, c'est qu'il revient à peine de blessure et que des rumeurs persistantes disent qu'il serait un peu frustré par son statut en sélection, qu'il aurait du mal à accepter un rôle de remplaçant. Est-ce qu'il sera à 100% dans sa tête pour un tournoi aussi exigeant? La question mérite d'être posée. Bon, maintenant qu'on a vu les différentes pièces du puzzle, comment les assembler? C'est là que le vrai casse-tête commence pour Pape Thiaw. Il ne s'agit pas seulement de choisir des joueurs, mais bien de trouver le bon équilibre pour l'équipe. Plusieurs options sont sur la table. La première, c'est l'attaque à outrance. Diatta à droite, Diouf à gauche. Ça peut faire des étincelles devant, mais attention au retour de bâton en défense. Deuxième option, on verrouille tout. Mendy à droite, Jacobs à gauche. Là, on a une base solide, très structurée, mais on perd cette fameuse puissance explosive. Et puis, il y a une troisième voie, peut-être la plus fine tactiquement, un système asymétrique. On met Diatta, le piston offensif, d'un côté, et de l'autre, Jacobs, plus prudent, pour assurer l'équilibre. C'est une approche beaucoup plus balancée. On arrive donc au moment crucial. La vraie question, ce n'est pas de savoir qui sont les meilleurs latéraux pris individuellement. Non, la question c'est de trouver la meilleure association, la combinaison qui va donner la victoire à l'équipe. Au final, ce choix des latéraux va définir toute l'identité du Sénégal pendant cette CAN. Est-ce qu'on verra une équipe qui mise tout sur son attaque de feu, quitte à se mettre en danger, ou une équipe bâtie sur une base solide, plus structurée? C'est un vrai choix de philosophie. Et c'est la réponse à cette question qui déterminera le parcours des Lions au Maroc. Ça nous laisse avec une dernière interrogation, une question fondamentale dans le football moderne. Pour gagner une compétition aussi relevée que la CAN, qu'est-ce qui est le plus important? La puissance explosive ou la stabilité structurelle? Le débat est ouvert.